Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle épisode, dans ce nouvel épisode de notre programme Allo Hémato. Alors aujourd'hui avec nous le professeur Kiladjian. Avec lui on va faire le point sur les NMP, mieux comprendre sa maladie et ses traitements. On a opté pour un format qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire et on va faire ce qu'on appelle très pompeusement de la pédagogie inversée. En gros, c'est moi qui vais lire les slides, version petite section de maternelle et guerre plus, et c'est le professeur Kiladjian qui va corriger. Waouh! Côté pratique, vous avez 2 espaces, chat et questions-réponses, et vous trouverez Pauline qui vous accompagnera aussi, qui nous a c'est non, c'est Nassima qui vous accompagnera sur les 2 espaces et c'est Pauline qui est aux manettes techniques. Waouh! Je suis pas nette. Bon, vous pouvez soumettre vos questions aussi. On ne pourra pas toutes les prendre, on en a déjà une bonne quinzaine, mais on va essayer de faire au mieux pour répondre à tous, en un temps le plus court possible. Voilà. Donc maintenant, bonjour professeur Kilatian. Bonjour Karine, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette nouvelle webconférence et ravi de votre idée de faire cette présentation, vous, et qu'on parte de ce que vous ressentez, vous, les questions que vous posez pour pouvoir bâtir dessus avec l'aide de tout le monde qui nous écoute aussi dans le chat, j'espère. OK, alors je vais vous demander de mettre le PowerPoint et je vous lis la slide et ensuite, vous pourrez commenter, oh là là, excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal aujourd'hui, commenter, chacune. Donc, les NMP, néoplasie myéloproliférative ou SMP, syndrome myéloprolifératif. En fait, c'est la même chose. C'est une appellation qui regroupe 3 cancers du sang rares et chroniques et que l'on ne peut pas guérir à ce jour. Il y a la thrombocytémie essentielle, moi celle que j'appelle la thrombo, la PV ou la polyglobulite vaqueuse, la myélofibrose et elles ont toutes des points communs, c'est un dysfonctionnement de la moelle osseuse. Alors, par dysfonctionnement de la moelle osseuse, il faut surtout pas entendre moelle épinière parce que c'est pas du tout la même chose et ça arrive à tous les âges, ces pathologies, même si c'est évidemment plus fréquent chez les seniors. On a tout juste? Oui, oui, absolument, c'est parfait, très bon, 20 sur 20, hein. Non, Waouh! juste pour votre première, pour le titre en gros, on appelait ça effectivement historiquement, moi quand j'ai commencé à travailler dessus, des syndromes myéloprolifératifs, et cette dénomination de néoplasie, myéloproliférative est venue, au milieu des vers les années 2010 par les Américains, en fait, qui voulaient vraiment estampiller, ces maladies comme étant d'origine faisant partie de la famille des cancers, probablement pour des raisons d'assurance, chez eux, puisque ça changeait complètement la façon dont les patients pouvaient être pris en charge, remboursés, et cetera. Donc ils voulaient afficher et mettre en avant ce côté «cancer» entre guillemets, et donc bah, petit à petit, tout le monde a suivi et a changé le terme puisque la classification de l'OMS, a aussi dit, que c'était des néoplasies myéloprolifératives, donc on utilise maintenant ce terme aussi. OK. Ça regroupe effectivement, oui, pardon. Non, 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 allez-y, allez-y. Non, c'était après pour vous. que il y a bien effectivement, alors dans les néoplasies myéloprolifératives, en fait, il y en a plus que ça. Ça, ce sont effectivement les 3 plus fréquentes et vous les avez classées d'ailleurs par ordre de fréquence, hein. C'est, plus fréquent la thrombocytémie, un peu moins la polyglobulie, un peu moins la myélofibrose, mais il y en a encore d'autres dans cette famille qui sont encore plus rares, qui touchent par exemple que les polynucléaires neutrophiles, et cetera, et il y a aussi la leucémie myéloïde chronique qui a été mise très vite à part, parce qu'au moment où on a trouvé sa caractéristique qui est un fameux chromosome que tous les patients ont, chromosome Philadelphie, elle a eu sa thérapie ciblée, le Glivec, et cetera, et donc on a maintenant la leucémie myéloïde chronique qui est une néoplasie myéloproliférative, hein, d'un côté, et celle qu'on appelle classique, celle que vous avez mis sur la diapo, ou par défaut qu'on appelle aussi Philadelphie négative. Parfois on entend ce terme-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toutes les autres qui ne sont pas la LMC qui fait aussi partie de ces syndromes. Voilà, et les LMC ont leur propre association qui s'appelle LMC France, présidée par, notre amie Mina Daban.
Voilà, alors maintenant, on va faire un petit point sur la thrombocytémie essentielle ou TE, qui n'a absolument, à mon avis, aucun vraiment rien d'essentiel, mais bon, vous avez décidé de l'appeler comme ça, donc on va faire avec. Donc elle vient d'une mutation d'un gène dans notre moelle osseuse. Alors, il y a 3 gènes possibles, JAK2, CALR, à ne pas confondre avec Karl, et le gène MPN. Ou non, MPN. Oh, je sais plus. Bon, la moelle osseuse, elle devient hyperactive et elle produit évidemment trop de plaquettes. Ça peut provoquer des thromboses, soit des AVC, des phlébites, enfin tout ça, même sous traitement. Et on fait que réduire le risque, mais pas plus. Et au niveau des symptômes, les premiers, c'est la fatigue. Et évidemment, on s'aperçoit, du surplus de plaquettes lors de la numération, lors d'une prise de sang et il y a en gros à la louche, très grosse louche, 2 000 nouveaux cas, par an en France. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est toujours vrai, toujours tout bon, hein, presque, voilà. Alors Presque. C'est tout bon ou pour c'est vos pas tout bon? commentaires, oui, oui, ah bah, quelqu'un a mis dans le chat hein, le gène, le troisième, c'est MPL comme Lucie. MPL. Eh bah, Euh, voilà. oui, Mais je suis voilà. obsédée par les Mais bon, MPN. oui. En anglais d'ailleurs, NMP, ça se dit MPN. Donc Voilà. ça doit être pour ça que vous avez mis ce Oui, terme-là. oui. Essentiel, ça vous plaît pas, mais c'était en médecine souvent pour les maladies, ça voulait dire qu'on n'avait pas de cause connue. C'était une thrombocytose, donc trop de plaquettes, mais sans qu'il y ait de cause connue. Vous savez il y a plein de choses qui peuvent faire augmenter le chiffre de plaquettes dans le sang chez tout le monde, sans qu'on ait une NMP. Une simple infection, ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire, peut faire monter transitoirement les plaquettes. Donc là, on a une cause derrière, une cause qu'on dit réactionnelle. Donc là, c'est des thrombocytoses réactionnelles. Ici, c'était pour dire on n'a pas de cause. Voilà. Alors depuis, on a trouvé des causes que vous avez mis dans votre premier point. Là, c'est des mutations d'un gène. Alors, elles sont dans la moelle osseuse, c'est vrai, mais plus précisément, qu'est-ce qu'il y a dans la moelle osseuse? Il y a ce qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire que la moelle osseuse abrite des cellules qui sont comme des graines qui vont produire nos cellules sanguines tout au long de notre vie. Puisque ces cellules, une fois qu'elles sont dans le sang, elles ont une durée de vie limitée. Un globule rouge, ça vit en moyenne 120 jours. Une plaquette, ça peut vivre quelques heures, comme les polynucléaires neutrophiles également. Il n'y a que les lymphocytes qui sont des bêtes un peu résistantes, dont certains peuvent durer quasiment toute la vie. Mais disons que sans cesse, nos globules rouges, il faut les renouveler. Donc ça part de la moelle osseuse où il y a ces cellules qui vont se multiplier et produire chacune de ces cellules dont on a besoin pour vivre. Et donc, ce qui a été découvert, c'est au sein de ces cellules, dans ces maladies-là, une série de mutations qui vont faire que elles vont se mettre à produire et à se multiplier alors qu'on n'a pas besoin spécialement de plaquettes, par exemple, dans la thrombocytémie essentielle ou de globules rouges dans la polyglobulie. Normalement, quand on en a assez dans le sang, elles arrêtent d'en produire et elles se remettent à en produire quand on en a besoin. Ces trois mutations-là ont le même effet. Elles excitent en gros ces cellules et elles se mettent à proliférer sans qu'on leur ait demandé quoi que ce soit. Et donc, ça finit par s'accumuler dans le sang au bout d'un certain temps. Euh, voilà. Et donc, c'était pour préciser un peu la moelle osseuse. Et donc, comme vous le dites, elle devient hyperactive, elle produit trop de plaquettes ici dans la thrombocytémie essentielle. Alors, JAK2, c'est un gène qui est utile pour toutes les cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. CALR, donc c'est une abréviation pour calréticuline. Cette mutation-là, elle ne touche que ce qui a trait aux plaquettes. Donc, on va la retrouver que dans la thrombocytémie essentielle, pardon, et aussi dans la myélofibrose, mais jamais, normalement, dans la polyglobulite vaqueuse, puisque cette CALR-là ne fait proliférer que la lignée des plaquettes. Et MPL, c'est la même chose. C'est aussi une mutation qu'on ne va trouver que dans la thrombocytémie essentielle et jamais dans la polyglobulie. Donc JAK2, vous allez sûrement le dire après, on la retrouve dans les trois, on peut la trouver dans les trois. Calréticuline et MPL, on ne les retrouve que dans la thrombocytémie essentielle ou dans la myélofibrose. En termes de complications, bah, vous les avez citées, les plus redoutables au début,
de la maladie, c'est les thromboses, donc comme vous avez dit, AVC, phlébite, embolie pulmonaire. Redoutables, pourquoi? Parce qu'elles arrivent alors que rien ne prévient vraiment. Il y a assez peu de signes, prémonitoires de ces problèmes-là, à part les symptômes qu'on peut avoir avant le diagnostic, mais qui sont très difficiles à lier à une thrombocytémie essentielle. La fatigue, ça peut être tellement de choses que ça fait pas forcément tilt, pour trouver cette maladie-là, et puis on la découvre à l'occasion d'une de ces complications, thrombotiques. OK, alors maintenant, on va passer à la polyglobulie de Vaquez ou maladie de Vaquez, qu'on appelle pour aller plus vite une PV. Alors, elle vient d'une mutation d'un gène dans notre moelle osseuse, JAK2, dans 90% des cas. La moelle osseuse, à nouveau, devient hyperactive, elle a les doigts dans la prise et elle produit trop de globules rouges, mais parfois aussi trop de plaquettes. Elle peut provoquer des thromboses, comme l'ATE tout à l'heure, AVC, phlébite, etc., même sous traitement. Les symptômes premiers, à nouveau la fatigue et toujours cette numération, faite au labo. Nouveaux cas, chaque année, environ 1 500. Alors? À nouveau, c'est très bien. JAK2 dans 90 des cas, c'est un petit peu plus. Dans 90 des cas, c'est la mutation JAK2, la plus classique fréquente qui s'appelle JAK2 V617F, qu'on retrouve dans l'immense majorité des cas. Et puis dans 10 des cas de polyglobulie de Vaquez, effectivement, on ne la trouve pas, mais on peut trouver d'autres mutations dans le gène pardon, JAK2, qu'on appelle de l'exon 12, qui sont un peu différentes de la V617F. Donc au total, on arrive pas loin de 95% de mutations de JAK2, 90% la classique habituelle et 5% en gros de un petit peu différentes. Et puis il reste quand même un petit groupe de patients chez lesquels on ne trouve aucune mutation de JAK2. Et alors ça, on a toujours un petit doute sur le diagnostic parce que c'est tellement rare de ne pas avoir de mutation de JAK2 dans la polyglobulie de Vaquez qu'on peut se demander si ce n'est pas une polyglobulie liée à autre chose. Et donc, ce qu'on appelle une polyglobulie secondaire, comme nos thrombocytoses de tout à l'heure, hein, il y a aussi des causes qui peuvent donner trop de globules rouges dans le sang, mais cette fois parce qu'on en a besoin. Et souvent, c'est par exemple des maladies respiratoires, des problèmes pulmonaires qui entraînent une baisse de l'oxygène dans le sang. Or, que fait le corps pour compenser ça? Il augmente sa production de globules rouges pour capter plus d'oxygène et distribuer cet oxygène dans les organes. Et donc, ces maladies qui ont un trouble d'oxygénation peuvent donner une polyglobulie avec un excès de globules rouges. Et donc ça, souvent, on fait faire des tests respiratoires, des recherches de syndrome d'apnée du sommeil qui sont fréquemment, plus fréquemment que la maladie de Vaquez, hein, à l'origine de polyglobulie en fait. Quand on regarde toutes les polyglobulies, sans qu'on sache quel est le diagnostic, hein, qu'on voit par exemple à Saint-Louis, vous savez que Saint-Louis, c'est un centre qui, vous ne savez pas d'ailleurs, qui fait un des rares centres qui fait encore ce qu'on appelle des études de la masse sanguine ou du volume globulaire isotopique. C'est quoi cette chose-là? C'est comme une scintigraphie pour les globules rouges, c'est-à-dire qu'on prend du sang du patient, on marque ces globules rouges avec une quantité donnée d'un produit radioactif, alors très faiblement radioactif, je vous rassure, on le réinjecte et on refait des prélèvements à des temps donnés qui permettent de calculer en fonction de ce qu'on a injecté, de ce qu'on récupère, quelle est la masse totale de globules rouges qui se promènent dans l'organisme, indépendamment des chiffres qu'on voit sur la prise de sang qui peuvent parfois être masqués par divers problèmes. Et donc, quand on voit les patients qu'on nous adresse pour confirmer ou pas une polyglobulie, déjà, il y en a plein où on voit que sur la numération, il y a trop d'hémoglobine, mais en fait, ils n'ont pas de vraie polyglobulie quand on fait cet examen, donc on est rassuré, on arrête tout. D'autres qui ont cette polyglobulie confirmée, et parmi ceux-ci, à peine 15 ou 20% vont avoir une maladie de Vaquez. La grande majorité, ça va être une autre cause respiratoire, il y a des problèmes rénaux, hépatiques, qui peuvent aussi donner des polyglobulies. Donc, quand il n'y a pas de mutation de JAK2 et qu'on a une polyglobulie, tout ça pour dire ça, c'est que c'est louche et il faut quand même être sûr qu'il n'y ait pas une autre cause derrière. D'accord. Alors maintenant, on va passer à la myélofibrose ou MF. Il existe 2 types de myélofibrose, la primaire et la secondaire.
Donc en fait, la secondaire, elle fait suite à une thrombocytémie essentielle ou à une polyglobulie de Vaquez. La moelle osseuse devient fibreuse là et elle empêche donc les cellules souches, c'est-à-dire les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes, de se fabriquer. Les symptômes, la fatigue, encore et toujours cette foutue fatigue, l'anémie et la splénomégalie. En fait, la splénomégalie, c'est un nom un peu barbare pour dire qu'on a une gratte trop grande. Il y a environ 500 nouveaux cas par an. Parfait. Quelques petits commentaires quand même, histoire de justifier ma présence auprès de vous. Sinon, je vous laisse avec Karine et puis vous allez discuter avec elle. Heu, heu, pour ce qui est de la myélofibrose, primaire, effectivement, c'est qu'avant, on n'a pas d'autres diagnostics de maladies du sang, donc on découvre la maladie comme ça, et on ne sait pas parfois, ça peut être une secondaire alors qu'on n'avait pas diagnostiqué le la polyglobulie ou la thrombocytémie, mais on ne peut pas le savoir, donc on par défaut, on dit qu'elle est primitive. Les secondaires, effectivement, évoluent, d'un autre NMP, soit une TE, soit une PV. Et quand c'est le cas, par exemple, on peut avoir certains patients vont évoluer, par exemple, une TE avec une mutation JAK2. On, a, on sait maintenant que la quantité de mutation JAK2 peut influencer le type de maladie qu'on a. Vous savez, les trois donc, peuvent avoir la mutation JAK2, mais on dit qu'en général, dans l'ATE, la quantité de mutation de JAK2 est faible, moins de 20%, disons, voilà, que dans la polyglobulie, elle est autour de 50%, et dans la myélofibrose, elle est supérieure à 50%, parfois à 80-90%. Et donc, il y a des patients qu'on va diagnostiquer avec une TE, avec 10% de mutation de JAK2, qui au bout de 10-15 ans vont augmenter petit à petit leur quantité de cellules porteuses de la mutation de JAK2, et à ce moment-là, ils vont commencer à évoluer vers la polyglobulie. Donc, ils vont passer de TE à PV. Et puis, si ça continue à proliférer comme ça, ils peuvent aller vers myélofibrose. Donc, on a des patients qui ont fait les trois maladies, mais ça ne se fait pas en 6 mois, hein. Ça prend des dizaines d'années. Mais c'est possible, donc cette évolution, mais uniquement pour les patients qui ont une mutation de JAK2. Ceux qui ont une mutation CALR ou MPL, peuvent faire TE vers myélofibrose, mais sans passer par la case PV. Pour ce qui est D'accord. de la moelle osseuse, vous avez expliqué l'histoire des cellules souches, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Pour ça, on Les reviendra symptômes? peut-être dans les questions. Les D'accord. symptômes, oui. Ah oui, la splénomégalie, voilà, c'est ça, merci. Donc la splénomégalie, cette rate trop grosse, pourquoi elle grossit? Une des raisons, c'est que ces fameuses cellules souches qui n'arrivent plus à se multiplier dans la moelle osseuse parce que c'est remplacé par un tissu qui ne sert à rien, vont migrer dans des organes qui fabriquaient nos globules avant la naissance. Avant la naissance, en fait, ces cellules souches, elles ne se trouvent pas dans la moelle osseuse, elles se trouvent dans le foie et dans la rate du fœtus. Et c'est après la naissance seulement qu'elles passent dans la moelle osseuse, et c'est la moelle osseuse qui prend le relais. Et là, on fait en fait une régression un petit peu, et ces cellules souches vont se repeupler la rate, qui va se mettre à fabriquer les globules, mais pas bien. En général, on les voit, ils sont un peu anormaux, ils ne sont pas exactement comme ceux qui sortent de la moelle osseuse. Mais la conséquence de ça, c'est que la rate grossit petit à petit et peut devenir même très très volumineuse, parce que la rate, donc elle est dans l'abdomen, hein, juste sous le thorax, et il n'y a rien vraiment pour l'arrêter. Il n'y a pas quelque chose qui se développe dans le thorax, il y a les côtes, donc ça ne peut pas grossir éternellement, tandis que dans le ventre, ça peut être très expansif, et parfois la rate peut devenir vraiment très très volumineuse et prendre absolument tout l'abdomen, et donc on a toute une série de symptômes digestifs qui sont un peu plus, évidemment plus fréquents dans la myélofibrose, simplement parce qu'il y a cette grosse rate. D'accord. Alors, au niveau des traitements, alors, on y passe quasiment tous, c'est la fameuse biopsie, à part après la numération, bien entendu, c'est la fameuse biopsie de la moelle osseuse qu'on appelle BOM pour confirmer la pathologie. Alors moi, j'ai mis un petit esquimau, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand on me parle de BOM, je pense à un forage dans le Grand Nord, mais bon, de glace. Alors, au choix pour les traitements et en fonction des cas, il y a des antiagrégants plaquettaires comme l'aspirine, ça c'est pour la
thrombocytémie essentielle, la polyglobulite vaqueuse et la myélofibrose. Des interférons, encore pour les 3 pathologies, des saignées. Alors là, les saignées, c'est uniquement pour la polyglobulite vaqueuse et la myélofibrose, et de la chimio orale pour la thrombocytémie essentielle et la polyglobulite vaqueuse. Et évidemment, il y a, quand les traitements ne font pas effet, une possibilité de greffe de moelle osseuse. Et il faut pour tout ça, en plus, ça c'est mon ordonnance à moi, une bonne dose d'optimisme. Oui, on peut, hein, ça, parce que franchement, voilà, hein, dans l'immense majorité des cas, on doit s'arranger pour que les patients aient une vie, quasi normale. Donc oui, bonne dose d'optimisme. C'est bien de commencer par ça, déjà, au départ. La baume, comme vous dites, la baume, bon, je sais pas, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Il y a il y a des progrès à faire, hein, côté médical, en ce qui concerne, l'analgésie, parce que c'est pas évident. Ça se fait pas, sauf exceptionnellement, sous anesthésie générale, mais on essaye d'avoir des systèmes comme, du gaz hilarant, par exemple. Je ne sais pas si vous avez eu ça, vous, pour votre Oui, une horreur. BOM? J'ai pas aimé. J'espère que non, parce que vous oui, ça a pas dû vous réussir, vous connaissant. Il y a maintenant des choses d'hypnose, avec des casques de réalité virtuelle, par exemple, qui ont l'air de bien fonctionner, donc voilà, plus une anesthésie locale, évidemment. Voilà, mais c'est très dépendant. C'est vraiment, très variable avec le même opérateur, d'un jour sur l'autre, ça va être pas pareil, d'un patient à l'autre, et cetera. Même avec quelqu'un de très entraîné, parfois ça peut faire mal, parfois pas du tout. C'est assez imprévisible, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des progrès à faire et qu'on aimerait bien se débarrasser de cet examen parce qu'il embête tout le monde, le malade en premier, mais c'est pas rigolo non plus pour l'hématologue qui le fait parce qu'on n'aime pas trop faire mal aux gens. Enfin, sauf certains, mais c'est pas normal, hein, mais ça existe, j'en connais. Donc l'idée, c'est quand même, et puis ça prend du temps, ça mobilise des ressources, ça prend quasiment une demi-journée pour le patient parce que ça se fait en hôpital de jour, et cetera. Donc on cherche des façons de la remplacer. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'a pas trouvé d'examen qui, donne les informations de cette qualité puisque, bah, vous avez compris, cette maladie, elle se passe dans la moelle osseuse. Ces fameuses cellules souches malades, elles sont dans la moelle osseuse et donc il faut aller regarder là où elles sont. Donc à un moment, on n'a plus trop le choix. Parfois, on peut ne pas la faire. On peut ne pas la faire quand on a, par exemple, quelqu'un de très âgé qui a, trop de plaquettes, une mutation de JAK2 et puis voilà, et que bon, ça va rien changer en gros, que ce soit une TE, une MF débutante. Donc on ne va pas imposer forcément, ce geste si ça n'a pas d'implication thérapeutique. On le fait vraiment pour le choix des traitements, comme vous l'avez détaillé après, pour choisir la meilleure stratégie thérapeutique et puis aussi pour avoir un point de référence au moment du diagnostic ou avant de commencer un médicament parce que, bah, c'est des maladies qui vont durer toute la vie, qu'elles peuvent changer, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, elles peuvent passer de l'une à l'autre, et cetera. Et si on n'a pas une idée précise de ce qu'il y avait au départ, on aura du mal parfois à interpréter chez certains patients l'évolution au bout de 5 à 10 ans de la numération. Et donc, c'est aussi un élément important. Donc, c'est vraiment quelque chose qui apporte des informations extrêmement utiles, mais c'est effectivement un examen désagréable. D'accord. En ce qui concerne les antiagrégants plaquettaires, donc à bien différencier des anticoagulants, c'est-à-dire l'aspirine à faible dose, en gros, qui est le meilleur antiagrégant pour l'instant, ça empêche juste les plaquettes de coller trop entre elles. Donc ça n'empêche pas le sang de coaguler, mais ça empêche ces plaquettes de s'agréger, ce qui est souvent le point de départ d'un caillot. Donc voilà, et ça peut s'utiliser seul dans la TE, comme vous l'avez dit, ou en association avec un autre des médicaments, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que dans la TE, on laisse toujours un petit fond d'aspirine, même si on a normalisé les plaquettes avec un autre médicament. Donc c'est une combinaison des deux qui protège au mieux et qui a été montrée comme diminuant le mieux le risque de refaire des caillots. Donc c'est à la fois baisser les chiffres, mais aussi empêcher les plaquettes de s'agréger trop vite. Les interférons, comme vous l'avez dit, peuvent s'utiliser dans les 3 pathologies. C'est dans la PV qu'on a le plus d'intérêt et de preuves, mais ça marche très bien, peut-être même encore mieux dans la TE et parfois on peut l'utiliser dans la myélofibrose, bien que ce ne soit pas le traitement de référence. Les saignées, oui, c'est un traitement très moderne de la PV.
De l'AMF, oui, enfin, quand c'est l'AMF qui évolue après une PV, en général, hein, parce que sinon l'AMF, qui a besoin de saigner, c'est louche, hein, c'est qu'il y avait une PV avant, c'est pas normal. L'AMF en soi, elle doit pas être polyglobulique. Donc c'est souvent les MF post-poly secondaire à une polyglobulie. La chimio orale, TE, PV, mais aussi MF, hein, on peut utiliser de l'hydroxyurée dans la myélofibrose parfois quand on a besoin, parce que les patients avec myélofibrose, c'est les plus farfelus, hein, ils peuvent faire n'importe quoi en termes de chiffres. Il y a des patients qui ont des globules blancs très bas, d'autres très hauts, certains des plaquettes très hautes, notamment, et pas forcément les MF post-thrombocytémie, mais parfois des MF avec des plaquettes très hautes, d'autres qui vont avoir des plaquettes très basses. Donc on a tout et n'importe quoi. Et donc des patients qui ont des chiffres très élevés, une rate très grosse, parfois l'hydréa peut permettre de faire diminuer ces chiffres quand même et de faire baisser un petit peu la rate. Il manque peut-être les thérapies ciblées ou les thérapies plus spécifiques que sont les inhibiteurs de JAK, qui ne sont pas de la chimio, qui ne sont pas de l'interféron. C'est le chef de file de ça, le premier qui a été utilisé, c'est le ruxolitinib, et on a Jakavi, le nom commercial. Il y en a deux autres maintenant qui vont être disponibles, le fedratinib et le momelotinib. Donc ça, c'est des médicaments qui ont été développés lorsqu'on a découvert la mutation de JAK2 en pensant à cette fameuse LMC, la grande cousine. Puisque dans la LMC, on avait trouvé pas une mutation, mais une anomalie génétique qui était responsable de la maladie, et on avait trouvé un médicament qui bloquait cette anomalie génétique, et on a quasiment guéri les patients avec LMC. Il y en a chez qui on peut éradiquer cette maladie avec ce traitement ciblé. Et donc là, quand on a trouvé JAK2 muté dans ces maladies-là, on s'est dit, bingo, on va faire pareil. Et on a cherché des inhibiteurs de JAK, donc le ruxolitinib, le premier, qui a changé beaucoup la vie des patients porteurs de myélofibrose d'abord, et qui est également un très bon traitement. Alors c'est le meilleur traitement pour la rate, hein, qui est très grosse, ça la fait baisser quasiment tout le temps, de manière très rapide. C'est le meilleur traitement d'un des symptômes qui empoisonne la vie de quelques patients, qui est le prurite, la gratouille, notamment après la douche, après le bain, au contact de l'eau chaude. Ça se voit surtout dans la PV, mais ça peut se voir aussi dans les autres, mais c'est surtout dans la PV que c'est très fréquent. Et ce médicament-là est magique sur ce symptôme-là quand il répond à rien. Euh, et donc, ça, c'est une classe de médicaments que vous avez oublié peut-être de noter. Ah oui. Et puis la greffe de moelle osseuse, effectivement, vous avez dit, c'est quand vous avez été assez pessimiste, hein, vous avez dit quand tout est foutu, quand rien ne marche, pas du tout, pas J'ai forcément. pas dit ça, j'ai dit Ah, quand vous les avez dit, médicaments ne fonctionnent pas. ouais, bah, oui, voilà. Mais non, pas forcément, parce que ça peut être aussi, alors que les médicaments fonctionnent très bien, notamment, c'est principalement évidemment dans la myélofibrose, hein, qu'on va discuter ça, parce que dans la myélofibrose, on a tout un tas de paramètres physiques, de la prise de sang, des mutations, etc., qui, additionnés les uns aux autres, nous donnent une idée du risque d'évolution de cette maladie. Parce que des trois, c'est clairement la plus méchante, et son risque principal, c'est qu'on n'arrive effectivement pas à la contrôler, que la rate grossisse et qu'elle se transforme aussi, ça arrive malheureusement, en maladie plus agressive comme une leucémie aiguë, ce qui arrive dans 10-15% des cas de myélofibrose. Et ça, on a des, des scores qui nous permettent de prédire, alors c'est jamais 100%, hein, mais ce risque-là. Et des patients qui vont aller bien, qui ont des traitements qui marchent, mais dont ce risque est très élevé, où on voit qu'il y a plein de paramètres qui disent que ça va mal tourner si on ne fait rien, on peut être amené à leur proposer une greffe de moelle osseuse alors qu'ils vont bien, justement pour éviter cette transformation. Et souvent, plus on l'a fait quand les gens vont bien, avant qu'il y ait beaucoup de symptômes, avant que la maladie soit très avancée, ça se passe en général beaucoup mieux et beaucoup plus facilement que quand on l'a fait une fois que la maladie a dérapé, a échappé au traitement ou commence à mal tourner. Donc, c'est pas un traitement de dernier recours, c'est un traitement qu'on utilise par contre effectivement avec parcimonie parce qu'il est lourd à supporter, parce qu'il faut trouver un donneur, etc. Mais qui, quand ça marche, est complètement magique. Puisque là, on est reparti avec une moelle normale et puis tout a disparu. D'accord. Bon, pour l'optimisme, vous avez rien contre? Ben non, j'ai même commencé par Oui, ça. oui, d'accord, OK, donc c'est Ah bon. voilà, vous voyez, j'ai même commencé Pas par de ça. souci, pas de souci. OK. Alors on n'est pas couché comme dirait l'autre parce qu'on a une liste de questions sans voilà, on n'en a jamais eu autant.
Alors, on va commencer. Ah, Ah, voilà. je vais faire court alors dans les réponses. Oui, court, Oui ou synthétique. non? C'est ça, je dis oui ou non. D'accord, allez-y. Non. Est-ce que, vous pouvez nous préciser si la baume est nécessaire pour confirmer la pathologie? Et est-il nécessaire aussi d'en faire en cours de traitement? Si oui, à quelle fréquence est-ce envisageable? Voilà, alors j'en ai un petit peu parlé. Effectivement, oui, c'est utile pour le diagnostic. On l'a dit tout à l'heure, parce que c'est là que ça se passe, la maladie, donc il faut aller chercher, que ça fait partie de tous les critères OMS pour le diagnostic théoriquement des 3 maladies. Donc théoriquement, oui, il faut la faire à tout le monde pour le diagnostic et comme je le disais, comme ça va évoluer sur 10, 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans, si on est très optimiste, eh ben oui, les choses peuvent changer et donc on peut être amené à en refaire. Mais ça sert à rien d'en refaire s'il ne se passe rien. Donc il n'y a pas de rythme donné. On ne dit pas on en fait une tous les 2 ans ou tous les 3 ans, sauf si on est maso, mais c'est uniquement si quelque chose ne se passe pas normalement. Vous avez votre diagnostic, on vous donne un traitement, puis d'un coup, il se met à plus marcher, ça, les chiffres baissent trop, ils augmentent, la rate grossit. À ce moment-là, oui, parfois on est amené à la faire pour voir si effectivement il n'y a pas eu un changement, si la maladie n'est pas passée de TE à PV à myélofibrose. Donc oui, mais uniquement s'il y a un signe ou quelque chose qui ne se passe pas normalement. D'accord. Alors, la fatigue permanente est-elle liée au traitement ou à la pathologie ou aux 2? J'ai droit à combien de jokers? Vous 0, m'avez pas dit? Ah, 0. bah, elle est due sûrement aux deux, peut-être même à autre chose encore, donc peut-être à 3 ou 4 facteurs, on ne sait pas, c'est très compliqué, vous le savez, hein, de déterminer la cause de la fatigue. Alors, on se dit c'est la maladie, on donne un traitement, la fatigue reste. Est-ce que c'était parce que c'était pas la maladie ou est-ce qu'on a traité la fatigue de la maladie, mais on en a induit une par le traitement? Allez savoir. Est-ce qu'elles sont différentes? Je crois que vous avez travaillé là-dessus et ce serait Oui. peut-être intéressant si vous avez des réponses de ce côté-là. Est-ce que c'est la même fatigue ou pas? Est-ce que ça peut aider? Alors, vous savez aussi, non, je vous laisse d'abord commenter là-dessus, mais je crois que vous avez fait une petite enquête, non? Oui, on a fait une petite enquête et a priori, c'est pas tout à fait la même fatigue. Voilà. Voilà. Bon, on n'en saura pas plus Mais ce c'est tout soir, mais petit. Suite au prochain d'accord, bon. épisode. D'accord, très bien. Voilà. Et alors, vous savez que, alors, je ne vais pas faire de la pub pour une étude, c'est pas moi qui l'a fait, donc je peux tranquillement, qu'il y a une étude de qualité de vie qui s'appelle Calivie, alors qui a plein de défauts apparemment, hein, ça, voilà, je vous laisserai dire les défauts si éventuellement, mais qui, en gros, l'idée, c'est d'avoir fait une étude qui s'intéresse aux symptômes de manière très fouillée et suivie longitudinalement et d'avoir plusieurs moments où les patients rentrent tous leurs symptômes avec le maximum de questionnaires qu'on a pu trouver pour essayer de capter tous les symptômes possibles et imaginables, mais en plus, ils ne doivent pas tous y être, enfin bon, et de voir si on arrive à avoir suffisamment de patients, parce qu'il faut des grands nombres, parce que vous êtes tous différents, plus ou moins. Mais on peut faire des petits paquets quand même. Qui c'est qui a de la Jack 2, qui c'est qui a de la CALR, qui a de la MPL, hop, 3 groupes, qui a une TE, qui a une PV, qui a une TE Jack 2, qui a une TE CALR, une TE MPL. Donc, si on va comme ça et qu'on a 3 patients de chaque, on n'arrivera à rien dire. Si par contre on a des groupes suffisamment importants, on verra peut-être des différences dans ces symptômes et on pourra peut-être dire oui, voilà, tel symptôme, c'est vraiment lié à telle maladie ou alors à telle mutation ou à tel médicament. Hein, c'est pareil parce qu'en plus de tout ça, vous avez chacun des traitements différents. Donc voilà, cette étude Calivi, plus il y aura de monde qui y participeront, peut-être, sans certitude, mais peut-être qu'on pourra en tirer vraiment quelque chose pour ces satanés symptômes qui sont très difficiles à comprendre et à traiter. D'accord. Alors, ça va être un petit peu dans le désordre parce que ça fuse, dans tous les sens au niveau des questions. Est-ce que les traitements peuvent fragiliser les muscles et les tendons? Ça doit être un sportif. Pas spécialement à ma connaissance, hein. Il y a des antibiotiques qui sont connus pour ça, il y a d'autres médicaments qui sont connus pour ça, mais a priori, j'ai pas de grosse alerte avec aucun des médicaments à ma connaissance spécifiquement là-dessus. Quel est le pourcentage de personnes qui passent d'une PV vers une myélofibrose? Un certain pourcentage. Non, c'est vrai, j'aime pas trop ça parce que c'est pareil, je vous dis, vous avez 1% de chance de mourir. Bah, vous faites quoi? Vous ouvrez le champagne ou vous vous mettez au fond du lit en disant ça va tomber sur moi? Bon, individuellement, ça veut pas dire grand-chose. Globalement,
C'était quoi la question? PV vers fibrose, c'est ça? Oui. C'est quelque chose qui est dépendant du temps. Donc, le risque n'est pas le même en fonction au moment du diagnostic ou après 10 ans ou après 20 ans. Donc, c'est, voilà, disons que, allez, faut bien que je dise quelque chose. Donc, on va dire autour de 10% après 10 ans, 15% après 15-20 ans. D'accord. Une vraie bonne réponse de Normand presque. Diagnostiqué depuis décembre 2024, il semblerait que la moyenne des patients ont 60-65 ans. J'en ai 30. Est-ce que mon hémato constate de plus en plus de jeunes patients? Comment expliquez-vous cela? On n'a pas d'explication évidente, à part le fait que la création de Vivre avec une NMP, hein, qui a permis de faire Septembre rouge et que tout le monde maintenant fait attention à ça. Non, je sais pas. Oui, ça doit jouer, le fait qu'on en parle plus, qu'il y ait des critères diagnostiques plus simples, notamment ces fameuses mutations. Avant, c'était galère, hein, pour faire ce diagnostic avant les mutations, parce qu'il fallait faire non seulement la BOM, mais tout un tas d'analyses justement pour éliminer toutes les causes secondaires. C'était par défaut qu'on arrivait à... Mais alors, il y avait toute une liste de choses à faire pour éliminer si ça, nani, nana. Et donc, c'était vraiment très compliqué. Là, avec une prise de sang, hop, s'il y a la mutation de JAK2, c'est gagné, c'est une NMP. Après, il faut savoir laquelle. Après, bon. Mais en tout cas, la détection peut se faire plus rapidement. Donc, c'est probablement ça, des moyens diagnostiques plus facilement accessibles, une meilleure information, j'espère, et qu'il faut encore amplifier, mais peut-être que ça joue là-dessus. Et voilà. Après, est-ce que cette maladie change? On n'en a pas d'évidence claire, mais je pense que c'est vraiment une question de diagnostic plus précoce. D'accord. Alors du coup, de ce fait, quelle évolution de la maladie devons-nous attendre? Comment évolue-t-elle en commençant si tôt? Et dois-je m'attendre à des complications ou est-ce que ça peut rester tel quel toute ma vie? Voilà, c'est tout le problème des statistiques, c'est que oui, ça peut rester tel quel comme ça, toute la vie, mais qu'après, effectivement, on apprend puisque toutes les données, les études qu'on a, bah, ça partait de gens qui étaient diagnostiqués autour de 65 ans, comme vous l'avez dit. Et donc là, il faut qu'on se refasse toute notre vision un petit peu avec des cohortes beaucoup plus jeunes et on n'a pas beaucoup d'informations. On a pu faire en Europe une étude avec nos collègues pour recueillir les cas de patients NMP suivis par des hémato-adultes comme moi, mais qui avaient été diagnostiqués dans l'enfance, ou en tout cas avant l'âge de 20-25 ans, et voir si leur évolution était identique ou pas aux patients classiques qu'on connaît bien et diagnostiqués plus tard, après 60 ans. Ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas de grosses différences en termes de risque de complications, notamment de caillots, de saignements, etc. Ce qui est d'un côté bien, parce que ce n'est pas des maladies plus agressives, mais de l'autre, effectivement, comme ça dure plus longtemps, on l'espère, ce risque-là peut s'accumuler. Et donc, si je vous dis, voilà, on avait nos 10% à 10 ans, etc., 15% à 20 ans, bah, c'est pas pareil quand vous êtes diagnostiqué à 60 ans, parce que vous avez 15% de risque quand vous en avez 80, que quand vous êtes diagnostiqué effectivement à 30 ans, où ce risque de 20%, il arrive à 50 ans. Donc, évidemment, ça change un peu la façon dont on va prendre en charge ces maladies et il faut vraiment considérer ça une surveillance en tout cas plus rapprochée, je pense, au minimum. D'accord. Alors encore une question. Mon conjoint et moi étions en projet de bébé quand la maladie a fait son apparition dans nos vies. Nous avons dû tout arrêter. Est-ce que la maladie de Vaquez est compatible avec une grossesse? Si oui, quels sont les dangers de la maladie et des traitements avec la grossesse? Oui, Oui, quoi? c'est compatible, Ah! absolument. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais effectivement, il faut faire attention et il y a tout un certain nombre de choses à faire. Et je dirais le plus important, au-delà sans rentrer dans les détails, c'est vraiment l'équipe d'obstétrique et l'hématologue évidemment. Et que les deux se parlent et que les deux se connaissent. Ça, c'est le plus fondamental. Les fois où ça se passe mal, c'est quasiment toujours parce qu'il n'y a pas eu de considération de la part des obstétriciens que bah, c'est souvent des TE. Hein. Oh, bah, c'est rien, on s'en fout, plaquette un peu élevée, oh, bah, ça va bien se passer. Ou l'hématologue qui n'a pas pris la précaution
précautions, effectivement, bien informer l'obstétricien de comment ça se passe, quelles sont les spécificités, quels sont les risques, et cetera. C'est toujours dans ces cas-là qu'il y a des soucis. Quand c'est bien préparé, et l'idéal, c'est effectivement, dès qu'on a ce projet, d'aller voir une équipe d'obstétrique qui connaît ce problème particulier pour préparer la grossesse. Et voilà, donc c'est tout un bazar parce qu'il faut l'organiser, c'est pas la fête spontanée, hein, mais si on fait tout ça, a priori, ça se passe très bien. Et on est en train justement, en Europe, de faire un petit guide, et des recommandations pour les hématologues, sur ce thème-là. Cool. Alors encore 1, 2, 3, 4, enfin une dizaine de questions. Suite à un accident du travail, j'ai des douleurs d'ordre fibromyalgique très intenses et 2 ans plus tard survient une thrombocytémie essentielle JAK2 alors que je suis athlétique depuis mon enfance. Ma question, cet accident peut-il être là à cause de ma NMP? Si oui, comment le prouver? Redites-moi, c'est quoi? Est-ce que la Alors, maladie des est à douleurs non, d'ordre est-ce que la fibromyalgique fibromyalgie est à intense. cause de la est-ce que Voilà, c'est à cause de la NMP? oui, À ma connaissance, non. On n'a pas de risque de faire de la fibromyalgie quand on a une NMP à ma connaissance. On a pas, il y a assez d'accord, de symptômes comme ça, vous me direz, oui, mais non, a priori, non. d'accord. Alors, dans le cadre de la prise d'un traitement, quel nombre de plaquettes est visé dans le cadre d'une TE-JAK2, myélofibrose de grade 1? Quel est l'objectif à atteindre Heu, pour juger qu'un traitement est efficace? dans une TE ou une myélofibrose ou les 2 en général. Les On ne peut 2. pas avoir les 2. On a soit l'un, soit l'autre. Et une qui est passée à l'autre Bah, alors? alors faisons TE, disons. Oui, allez, Heu, on commence. alors oui, oui. Bah, bon, après, une fois que les plaquettes sont élevées, quel est l'objectif du traitement? Bah, c'est a priori de les normaliser, donc de les ramener à moins de 400 000. Puisque tant qu'à vous casser les pieds à vous donner un traitement avec des effets indésirables, autant qu'on mette la numération au propre. Mais néanmoins, parfois, on peut se contenter de l'étude principale qui, dans la TE, a montré que faire baisser les plaquettes était utile pour éviter les caillots, avait mis à l'époque la barre à 600 000. Et donc, il y avait un traitement, les gens y prenaient ou pas de l'hydréa avec l'objectif de ramener les plaquettes à moins de 600 000. Et ça a permis de montrer que l'hydréa et faire baisser les plaquettes protégeait des caillots. Très bien. Mais avec la barre de 600. Alors, est-ce que 600, c'est bien? Est-ce que s'ils avaient mis 400, ça aurait été mieux? On ne le sait pas, on ne le saura jamais parce qu'on ne va pas s'amuser à refaire cette étude, à moins que si vous voulez participer, vous me dites, mais on vous tire au hasard, je vous donne rien ou je vous donne l'INREA et puis on regarde qui fait des caillots. C'est plus maintenant, on pourrait plus faire ça, et heureusement. Donc voilà, donc on ne saura pas si c'est mieux 600 que 400, mais effectivement, on a cet objectif-là d'essayer de normaliser, tant qu'à faire, les plaquettes en espérant que ce soit mieux et qu'on diminue encore le risque. Après, c'est pas le seul paramètre. Il y a les globules blancs, il y a l'hémoglobine. Donc, quand on donne un des traitements, en général, ça fait baisser tout le monde et pas que les plaquettes. Ou alors, ça ne fait pas baisser les globules blancs alors qu'ils sont élevés. Donc, il y a aussi les autres paramètres sanguins qui sont importants. Et on a maintenant 2 études dans l'APV, une avec le ruxolitinib, une avec l'interféron, qui ont montré que de normaliser tous les paramètres hématologiques, et pas qu'un seul, pas que l'hématocrite par exemple dans la PV, mais aussi les globules blancs et aussi les plaquettes, entraînait moins de risques de complications au long cours. Donc on a maintenant 2 études qui ont montré ça, donc ça nous conforte un peu à l'idée de se dire que si on veut éviter les transformations en fibrose, et cetera, il vaut probablement mieux ramener tous les paramètres à la normale, si possible, bien sûr, que de viser juste un chiffre de plaquettes. Donc c'est un peu plus compliqué que les plaquettes. D'accord. Alors, pour quel type de patient est choisi un traitement par exemple, hydroxyurée ou par interféron et quelles caractéristiques sont prises en compte pour le décider? Oui, c'est une très bonne question, comme toutes d'ailleurs, pas
pas plus que les autres, mais bon, pour l'instant, ça va. On a de la chance, on a des très bonnes questions. Du coup, j'ai perdu le fil. Voilà. Oui, donc d'abord, la première, je vais vous dire ce que moi je fais, hein, après, et les recommandations. Mais globalement, la première chose, c'est est-ce qu'il y a des contre-indications à l'un ou à l'autre, puisqu'elles sont très différentes. Par exemple, quelqu'un qui a des gros soucis psychologiques, on ne va pas le balancer de l'interféron. C'est clair, c'est une contre-indication. Quelqu'un qui a une maladie auto-immune, on ne va pas lui mettre de l'interféron, sauf vraiment avec des surveillances, machin, etc. Donc il y a une série de contre-indications de l'un et de l'autre qui sont complètement différentes, mais déjà, ça nous permet parfois de dire, ben voilà, ce patient-là, je n'ai pas envie de lui mettre tel médicament parce qu'il est à risque de faire telle complication. Quelqu'un qui a plein d'antécédents de tumeurs cutanées, par exemple, on ne va pas trop s'amuser à lui mettre de l'hydréa. Donc, on va aller vers l'interféron. Donc, ça, c'est le premier point. Est-ce qu'il y a une contre-indication à l'un ou à l'autre? Bon. Après, s'il n'y en a pas, on a maintenant de meilleurs arguments pour dire que l'interféron, probablement au long cours, encore une fois, ce n'est pas demain, mais plutôt après-demain ou le jour d'après, entraîne des meilleurs résultats. Donc, je dirais que pour moi, s'il n'y a pas de contre-indication et si on a le choix, j'essayerais bien plutôt l'interféron. Et encore une fois, ce que je dis souvent à mes patients quand on commence un traitement ou pas, hein, d'ailleurs, c'est que bah, on a la chance d'un côté que ce soit une maladie chronique. On a le temps de trouver le meilleur traitement qui convienne à chacun et de personnaliser le traitement. C'est-à-dire que si on commence un truc, que ça ne marche pas ou que le patient ne supporte pas, ben, on passe à l'autre. Et puis ça ne veut pas dire que 6 mois après ou un an après, on ne peut pas réessayer le premier ou passer à un. Donc on peut faire un peu de nomadisme médicamenteux comme ça, avec les 3 médicaments qu'on a, l'interféron, l'hydréa, le Jakavi, ou les autres inhibiteurs de JAK, on a la chance d'en avoir plusieurs et on peut, sans nuire au résultat final, qui est ce qu'on vise. Alors évidemment, il faut protéger les thromboses, hein, ça c'est clair, donc il faut quand même que ça marche rapidement au début. Mais après, si on veut aller plus loin et protéger du risque lointain d'évolution, de transformation vers la fibrose, par exemple, bah, on a le temps. Donc, on peut trouver un moyen que vous supportiez mieux tel ou tel traitement, et donc on n'est pas le couteau sous la gorge la plupart du temps. Et voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter trop. On peut changer de l'un à l'autre sans nuire au résultat final. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a des risques à long terme d'un traitement uniquement par hydroxyurée? Oui, il y a des risques cutanés. C'est la toxicité cutanée qui est très cumulative avec le temps, parce que ça s'accumule avec le temps d'une part, et comme ça fragilise pardon, aux UV, bah, l'exposition solaire aussi s'accumule avec l'âge, et donc ça, c'est clair que la toxicité cutanée, par exemple, de l'hydréa, elle augmente hein, au fil du temps. Et donc ça, oui, par exemple. Après, il y a un doute sur est-ce que ça favorise les transformations, l'hydréa. En fait, on n'en a jamais eu aucune preuve. Ce qui est clair, c'est que ça, je pense, c'est que ça ne les empêche pas. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit passer vers la myélofibrose, vous lui donnez l'hydréa, ça ne va pas empêcher cette évolution, malheureusement. Le seul qui peut éventuellement freiner ça, c'est a priori pour l'instant, celui qui a été le plus démontré, c'est l'interféron. Donc c'est pour ça que l'hydréa peut-être n'en rajoute pas, mais en tout cas n'empêche pas ceux qui vont évoluer d'évoluer. D'accord. Et un suivi en cardio, dermato, et cetera, est-ce qu'il doit être proposé en préventif? Oui, oui, oui. Si vous pouvez, c'est très important. Tous ces collègues, il y en a plein hein, qui sont importants. On a parlé des obstétriciens, c'est fondamental pour toutes les patientes qui veulent être enceintes. Ça, c'est vraiment clé et ça, il faut le faire. Mais les dermatos, c'est clair que c'est un gros souci. Et le problème, c'est d'avoir accès à des dermatos pour tout le monde, hein, et particulièrement là. Donc, comme ils sont débordés et tout ça, ils n'ont pas trop envie de voir des gens systématiquement juste pour de la surveillance. Ils disent revenez me voir si vous avez un bouton, mais parfois c'est trop tard. Donc il faut effectivement, notamment avec l'hydréa, notamment avec les patients qui ont eu de l'hydréa avec déjà des petites tumeurs cutanées qu'on passe au Jakavi par exemple, ça augmente aussi le risque. Donc il y a un certain nombre de situations qu'on a repérées comme étant à haut risque de problèmes cutanés. Donc oui, il faut. Cardiologue, c'est fondamental aussi. Vous avez dit très bien que le risque, c'était les thromboses, les AVC, les infarctus. Donc, il faut savoir où en est déjà la situation de base. Alors bon, quand on a 30 ans, ce n'est pas forcément urgent, mais néanmoins, c'est bien d'avoir, encore une fois, un bilan de base
au moins une échographie cardiaque, des Dopplers des artères du cou, et cetera, et de le refaire régulièrement, ça pour le coup, tous les 2 ans par exemple, même s'il y a rien. Parce que les caillots arrivent souvent pas à cause que de la NMP. C'est parce qu'il y a une accumulation de facteurs de risque qui vont venir les uns sur les autres. On a la NMP, et puis avec l'âge, bah, on a un petit peu de cholestérol, et puis un petit peu de sucre qui augmente, et puis non, pas du tout, un petit peu de surpoids qui arrive, non, non plus. Voilà, enfin bref, c'est des choses qui arrivent avec l'âge. Et donc, bah, à un moment, paf, ça fait le caillot. Mais c'est pas que la NMP. Donc c'est pour ça que tout ce qu'il y a à côté, il est fondamental de le dépister. L'hypertension artérielle, la cholestérolémie et tout ça, ces bilans doivent être faits très rigoureusement et régulièrement. Bon, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas au jour le jour, mais il faut y penser, il faut le faire parce que c'est le meilleur moyen. Vous savez, c'est drôle parce que l'étude à laquelle on se réfère toujours, nous, à Saint-Louis, c'était le premier qui a travaillé sur ces maladies-là, s'appelait le professeur Yves Nagent à Saint-Louis. Ils avaient fait une grande étude, polyglobudie, traitée ou pas traitée, que par saignée, et cetera. Et ce qu'ils avaient vu, c'est que, curieusement, les patients polyglobuliques de leur étude, bah, ils vivaient plus vieux que la population générale, que ce qui était attendu. Alors qu'ils avaient les thromboses, ils avaient les risques de transformation en myélofibrose, en leucémie, mais globalement, ils mouraient moins que la population de même âge et de même sexe, qui n'avait pas la polyglobulie. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'effectivement, il y avait ce suivi, comme bah, pas du lait sur le feu, mais presque, hein, enfin en tout cas très rigoureux, très agressif. Et dès qu'il y a quelque chose, on le traite. Dès qu'il y a un peu de cholestérol, on le fait baisser. Dès qu'il y a un petit peu de diabète, hop, on tape dessus. Et avec ça, bah, du coup, les patients vivaient plus longtemps que la population générale. Donc, c'était même presque mieux d'avoir une PV dans les mains d'Yves Nagent que de se promener dans la rue sans rien. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est fondamental, effectivement, de contrôler tout ce qu'il y a autour. Le tabac, mon Dieu, le tabac. On ne va pas faire de la morale, ce n'est pas la question, mais c'est un facteur énorme de thrombose qu'il faut arriver à éliminer quand on a une NMP, clairement, par exemple, comme tous les autres. D'accord. Est-ce que l'alimentation peut aider à supporter le traitement et combattre, des effets secondaires de la maladie? Est-ce qu'il y a, par exemple, des compléments alimentaires qui peuvent être donnés sans contre-indication et tout ça? Ou alors est-ce Il qu'il n'y a faut être rien vraiment de... Il ou faut être, manger pardon. tout? Ou est-ce qu'il faut, par exemple, manger uniquement tout à l'huile C'est d'olive? ça. Oh, Non, l'horreur! pas du tout. Il faut vraiment avoir. Oui, il en faut un peu. C'est bien. Le régime crétois a été montré comme meilleur dans les NMP en termes de risque de thrombose. Donc, il faut vous y mettre, arrêter le beurre, c'est ça, et passer à l'huile d'olive. Avec les champignons, c'est très bon. Et- Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc non, il n'y a pas de régime particulier qui est plus ou moins mieux. Ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'il soit varié, comme pour tout le monde, pour ne n'être carencé en rien. Mais il n'y a pas de compléments particuliers qui vont améliorer ci ou ça. Non, mais avoir une alimentation variée et équilibrée, c'est très important. Et il y a des collègues aux États-Unis qui sont en train de faire une étude justement là-dessus avec où ils vont tirer au sort les gens, c'est qu'ils vont fournir des repas pendant 3 mois et d'autres qui mangent comme ils veulent, comme vous, avec du beurre et tout ça, et du sel. Et les autres, et on leur donne leur petit panier repas tous les jours pendant 3 mois, et voir si ça fait une différence. Ça joue beaucoup sur l'inflammation, et l'inflammation dans le corps, qui est très dépendante aussi de l'alimentation et peut être calmée par l'alimentation, excite les NMP. Ça a été démontré, les faits tournaient mal plus vite. Donc tout ce qui peut réduire cette inflammation d'une manière générale, dont l'alimentation, a priori est bon pour la NMP. Mais on le saura grâce à cette étude des Américains peut-être d'ici 1 an ou 2. D'accord, c'est dépitant. Hem, tous les Mais non, traitements c'est très bon l'huile d'olive. oui, pas pour les Normands. Tous les traitements, de la thrombocytémie essentielle, ou même tous les traitements sont-ils incompatibles avec l'exposition au soleil? Est-ce que, par exemple, les interférons, c'est comme l'hydroxyurée? Non, c'est vraiment assez spécifique. Bah, l'exposition au soleil, c'est pour tout le monde pas terrible, pour le mélanome, évidemment, mais particulièrement avec l'hydroxyurée.
Pas tellement avec l'interféron, pas tellement avec le Jakavi, sauf le Jakavi après hydroxyurée. Donc globalement, ça tourne quand même autour de l'hydroxyurée, les problèmes solaires. D'accord. Et la prise d'hydréa ou la TE peuvent-elles augmenter le risque que d'autres maladies se déclenchent, comme des maladies rénales, parce que ça voilà. Non, à part s'il y a une toxicité du médicament, mais ça favorise pas particulièrement d'autres maladies, à l'inverse de l'interféron qui lui peut déclencher ou en tout cas, exciter des maladies auto-immunes qui souvent étaient là avant, mais qui ne se manifestaient pas. Et parce que l'interféron, ça stimule l'immunité. C'est comme ça que ça marche en partie dans ces maladies-là. C'est que vous vous défendez vous-même contre les cellules souches qui sont pas bonnes et vous les éliminez avec vos cellules immunitaires. Mais parfois, elles s'excitent un peu trop et elles vont s'attaquer à autre chose que les cellules souches. Souvent, c'est la thyroïde. Et une des complications fréquentes, une des effets indésirables fréquents, c'est l'hypothyroïdie, par exemple, qui est liée clairement à la prise d'interféron. Donc oui, par l'interféron, on peut déclencher des choses. Avec l'hydroxyurée, non, à part complications ou vraiment si le médicament est toxique, quoi, mais D'accord. a priori, non. Alors, à partir de quel âge les traitements sont-ils obligatoires? Est-ce qu'il y a un risque à ne pas en prendre? Oui, alors je commence par la deuxième question. Oui, il y a un risque puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est une accumulation qui fait qu'on fait le caillot et dans les facteurs de risque, il y a bêtement l'âge pour tout le monde. NMP ou pas NMP. On fait plus de caillots à partir de 60 ans qu'avant, tout le monde. Donc oui, l'âge est un facteur de risque, par exemple, qui fait que à partir de 60 ans, pour la TE c'est clair, pour les autres aussi, il est conseillé de traiter la NMP et d'enlever ce facteur supplémentaire puisqu'il y a déjà l'âge qui, de toute façon, auquel pour l'instant on ne peut pas faire grand-chose. Donc oui, ça, c'était pour la deuxième partie. Et la première partie, du coup, comme j'ai un esprit de moineau, redites-moi. À partir de quel âge les Ah bah traitements sont 60. Voilà, obligatoires? j'avais dit tout. Oui, 60. OK, d'accord. Après, c'est voilà. Alors, évidemment, on fait de la médecine qui n'est pas une science exacte. Vous le savez encore mieux que moi. Donc voilà, ça c'est la règle. Et puis après, il y a les exceptions. Donc effectivement, quelqu'un qui a une TE avec pas beaucoup de plaquettes, qui fait rigoureusement son régime crétois, qui est suivi en cardio où il n'y a pas de problème des vaisseaux, etc., qui n'a aucun symptôme, qui prend bien son aspirine, etc., etc., bah, c'est pas le jour des 60 ans qu'on va lui pourrir la vie à arroser le gâteau d'interféron. Donc, on peut parfois attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà. Mais ça implique effectivement que tous les autres facteurs de risque soient parfaitement nickel et bien contrôlés, que les gens prennent bien leur aspirine, et cetera. Donc oui, il y a certaines situations où on peut déborder un peu. D'accord. Et il y a des patients qui disent qu'ils ont des douleurs articulaires. Est-ce que ça peut être lié à des traitements ou c'est autre chose? C'est un bon vieux rhumatisme, ou c'est lié à la pathologie? Les traitements qui peuvent donner ça, c'est l'interféron. Ça, c'est un effet classique, indésirable. Les douleurs, on parlait de tendons et muscles tout à l'heure, musculaires, articulaires, les courbatures, les choses comme ça. Ça, c'est assez, c'est vraiment avec l'interféron qu'on voyait ça, moins avec les formes actuelles, avec les formes péguidées, là, comme on dit, les formes retard. Ça le fait moins, mais ça existe encore. Donc, s'il y a un des médicaments à incriminer, souvent, c'est celui-là pour les douleurs articulaires. D'accord. Alors on va déborder un tout petit peu parce qu'il va être bientôt 20 heures. Très rapidement, dernière question. Où est-ce qu'on en est concernant la recherche pour les NMP? Alors là, il y en aurait pour une Elle mais Oui, 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 elle est très active, mais avec, voilà, faut être patient, et malheureusement, quand on est patient, on n'est pas toujours patient, c'est ça? Heu et la potion magique, comme vous dites, c'est pas peut-être pour tout de suite, mais voilà, je dirais, on a un arsenal, si on veut faire des termes guerriers, contre ces maladies-là, qui commence à être pas mal avec 3, 4 médicaments disponibles, 5 maintenant, voilà, qui nous permettent de comme je le disais tout à l'heure, de tourner de l'un à l'autre et cetera et de gagner du temps, hein, dans de bonnes conditions. Mais effectivement, le Graal, c'est d'avoir un traitement curatif, comme l'allogreffe, comme la greffe de moelle, mais avec un traitement médicamenteux, comme on l'a dans la LMC dans certains cas. Et ça,
C'est plus compliqué que la l'AMC. Pourquoi? Et pourquoi ces maladies-là, je trouve, sont plus passionnantes aussi pour nous, hein, en tant que chercheurs, c'est qu'elles ne sont pas aussi simples que la LMC. On a parlé des 3 mutations, mais en fait, vous le savez, on peut en avoir à peu près 70, en plus de ces 3-là, qui viennent se surajouter, dans la même cellule ou dans la cellule souche d'à côté. Et puis, vous pouvez avoir des patients qui ont 12 cellules souches avec des mutations différentes dans leur moelle osseuse. Et donc, vous voyez bien qu'avec un médicament ciblé, on ne va pas y arriver. Donc, c'est clair qu'on ne pense pas arriver à trouver un traitement magique unique, mais trouver une combinaison de traitements en fonction du paysage moléculaire, comme on dit, ou de l'architecture moléculaire, on appelle ça, qu'on trouve chez les patients. C'est là-dessus qu'on va. Donc, c'est pour ça que la BOM, toutes les analyses génétiques qu'on peut faire nous aideront, on l'espère, à trouver pour chaque patient bah oui, la potion magique, mais qui va être un mélange, une recette, comme Assurance Touriste. Non, je ne sais plus comment il s'appelle, le druide. Voilà, il va falloir pour chacun trouver les bons ingrédients qui vont éliminer toutes ces mauvaises cellules. C'est a priori là-dessus qu'on cherche. Et donc ça va être de toute façon individualisé, vraiment patient par patient. Et alors, est-ce qu'il y a en ce moment des études en France sur des nouveaux inhibiteurs JAK2 pour la PV? Oui, non, pardon, je crois que c'est, mais ça va pas tarder. C'est pour la myélofibrose pour l'instant que c'est ouvert. Donc il y a des nouveaux inhibiteurs de JAK2 qui sont plus spécifiques que ceux qu'on a actuellement, que le ruxolitinib, de la fameuse mutation la plus fréquente, mutation V617F. Que pour faire simple, ce qu'on a, il inhibe tout JAK2, le normal comme le muté. Or, notre JAK2 normal, on en a besoin pour faire nos globules normaux. Et donc, un des effets indésirables de ces inhibiteurs de JAK, c'est l'anémie, parce que bah, vous en prenez, mais vous ne fabriquez plus les mauvais, mais vous ne fabriquez plus les bons non plus. Donc, l'idée, c'est d'avoir un inhibiteur de JAK2 qui va bloquer que le JAK2 muté et pas le JAK2 normal, et ça, c'est en train d'arriver, oui. D'accord. Alors, pourquoi les essais cliniques sont souvent faits portent souvent sur la MA et il y a la myélofibrose et la polyglobulite vaqueuse, les thrombocytémiques, ils ont un peu l'impression d'être, Ouais, on s'en fiche un peu, ouais, ça ne nous ouais. intéresse pas. Non, en fait, c'est Ils sont plus bêtement nombreux. que souvent, c'est vrai, il faut dire ça au labo, hein. Mais bon, en ce qui concerne les nouveaux médicaments dont on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils vont donner en termes de tout ça, on les commence en général plutôt dans les maladies les plus graves parce qu'on veut commencer par là et redescendre petit à petit en rythme. Donc c'est plutôt bien d'être TE, ça veut dire qu'on est moins à risque. Et donc, mais le mauvais côté, c'est que voilà. Et c'est très compliqué de faire une étude dans l'ATE parce que, heureusement, en dehors des symptômes, j'entends, vous allez bien. C'est-à-dire que globalement, avec les traitements actuels, vous ne faites pas plus de caillots que la population normale. Donc, avant de voir si un traitement va encore diminuer ce risque de caillots, il va falloir 15 ou 20 ans de suivi sur des centaines de patients pour voir une différence entre deux médicaments ou deux stratégies. Et ça, c'est quasi infaisable de nos jours avec les modèles actuels d'essais cliniques. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et souvent dans la TE, ce qu'on fait, et ce qu'on a eu d'ailleurs, on a eu un essai de Besremi dans la TE en France, en Europe, qui s'est intéressé aux TE, comme vous le disiez, chez lesquels plus aucun traitement marchait, où ils avaient des effets indésirables. Donc là, par ce biais-là, on y arrive à rentrer dans la maladie et donc à tester le médicament chez des patients chez qui rien ne marche. On montre que ça marche et puis après, ben, on le donne à tout le monde. Voilà. Mais c'est uniquement pour ça qu'on commence en général par la myélofibrose parce qu'il y a des critères plus simples de jugement. La rate est très grosse, eh ben, elle va diminuer ou pas. Ça, on le voit en quelques jours ou quelques semaines. Que dans la TE, bah, voir si un caillot va arriver ou pas. Heureusement, vous en faites tellement peu que c'est quasiment infaisable. D'accord. Et est-ce qu'on peut prendre des compléments alimentaires? Je crois que je vous ai déjà un petit peu posé la question. Encore? Noyer, Ouais. on a le droit à tout? Vous Parce qu'on pouvez. on nous dit pamplemousse, Non, machin, ça bidule. dépend. Ouais, ça dépend des médicaments parce qu'il faut se méfier. Dans les compléments alimentaires, il y a parfois des produits naturels qui inhibent certains médicaments, notamment le Jakavi. Il y a plein d'interactions avec ça, donc votre complément alimentaire peut complètement détruire le médicament et le rendre inefficace.
Donc non, franchement, manger normalement, manger varié, manger des légumes, des fruits, des trucs comme ça, de l'huile d'olive, heu, mais c'est pas la peine d'en rajouter. Il y a pas de bénéfice, clair, jamais démontré. Alors, est-ce que le stress, l'anxiété chronique sont des facteurs inflammatoires qui aggravent l'évolution des NMP? Et y a-t-il un intérêt thérapeutique à travailler sur la relaxation? Pareil, nos mêmes collègues américains sont en train de travailler aussi font une étude là-dessus avec, je sais plus si c'est du yoga ou je ne sais quoi à domicile. Mais pareil, c'est les patients, parfois, ils commencent et puis ils arrêtent, hein. Ils font pas très bien le truc, prévu et donc j'ai une première étude n'a pas pu donner de conclusion parce que les gens, je sais pas, ils se sont lassés au bout d'un moment, donc ils ont pas pu aller au bout. Donc là, ils en ont commencé une autre. J'espère que les gens seront plus sérieux dans le suivi. Mais oui, il y a une étude en cours pour voir si effectivement ça apporte un bénéfice ou pas. Et pareil, l'échéance pour avoir les résultats, c'est a priori 1 an ou 2, s'ils arrivent à compléter l'étude. D'accord. Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir accélérer la recherche dans nos maladies? Dans toutes les maladies, oui, à l'évidence, hein, et notamment pour les essais cliniques dont je parlais tout à l'heure, on va peut-être avoir des moyens justement de court-circuiter ce problème, de suivre les gens pendant 30 ans pour avoir une réponse grâce à l'intelligence artificielle et trouver d'autres marqueurs. Donc oui, on espère que ça va nous aider à améliorer la recherche. D'accord. Il y a encore plein de questions. Ah oui, sur les carences en fer, on est assez nombreux à avoir des carences en fer. Est-ce que, c'est une conséquence des ma des NMP ou, Pas f Ouais, pas c'est forcément. lié? En tout cas, il faut chercher une cause. C'est-à-dire que c'est pas que la NMP, souvent, c'est voilà, les causes les plus fréquentes, c'est des saignements chroniques, notamment parfois parce que vous prenez de l'aspirine, et donc ça peut faire saignoter un petit ulcère ou je sais pas quoi, ou un petit polype dans le côlon, heu et ça se voit pas parce que c'est des petits saignements microscopiques, mais qui, à la longue, entraînent une carence en fer. Donc quand il y a une carence en fer, il faut en chercher une cause. C'est pas la NMP et après il faut la traiter effectivement, mais il faut chercher, faire un bilan gynéco chez la femme, un bilan digestif parce que c'est par là qu'on perd du sang en général. Mais oui, il faut chercher une cause, c'est pas la NMP. D'accord. Est-ce qu'il existe des médicaments sans lactose pour les allergies au lait de vache? Je savais même pas qu'il y avait du lactose dans les médocs. Dans les nôtres, je crois pas qu'il y en ait, Ah, peut-être dans les gélules d'hydréa, c'est possible. J'ai dans la faut regarder. J'ai pas eu d'intolérant au lactose, donc j'avoue que je ne me suis pas penché sur la question. Désolé, d'ac joker. Est-ce que l'aspirine est mauvaise sur le long terme? Heu, il y a des résultats contradictoires, sur des populations générales non NMP. Certaines études montrent que c'est bien, d'autres notamment en termes de diminution de risque de cancer, ou de choses comme ça en général, d'autres montrent que c'est pas forcément mieux. On a du mal à se faire une idée. Nous, dans les NMP, on a cette étude dans la TE qui a montré que c'est dans la PV, pardon, qui a montré clairement que ça diminue le risque vasculaire. Donc nous, on a une preuve pour les NMP. Voilà. D'accord. Bon, beh, écoutez, je pense que si on veut vraiment, passer la nuit devant nos écrans, on pourrait continuer non-stop, mais on va être raisonnable. On va s'arrêter là. Mille merci. Il y a même des gens qui nous ont demandé votre email, mais on va s'abstenir de le donner parce que sinon, c'est vous qui allez, passer la nuit à leur répondre et puis mais mille merci en tous les cas, d'avoir, posé autant de questions. Mille merci à vous, professeur Kiladian, d'avoir, répondu à toutes ces questions. On remercie aussi nos soutiens institutionnels, à savoir Novartis et BMS. Encore des tonnes et des tonnes de merci pour Nassima et Pauline qui, on ne les voit pas, mais font un travail de fou. On a, un prochain rendez-vous pour une webconférence le 16 juin. Alors, c'est avec le docteur Lochi et il va nous parler des allogreffes. Un grand c'est le 16 juin, donc NMP et allogreffes.
Pour à la fin de la webconférence, il va y avoir une enquête qui va s'ouvrir sur vos écrans. Merci de prendre 2 minutes pour répondre à chacune des questions et puis parce que ça nous permet de bouger et d'améliorer certains points. Alors peut-être nous donner votre avis sur cette formule, un petit peu, autre et différente de webconférence et puis prenez tous soin de vous parce que ça, c'est quand même le principal, avec toujours de l'optimisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous pour tout ce que vous faites. C'est fondamental pour tout le monde. Merci.